Euh, du coup, bonjour à tous. Bienvenue pour ce premier événement de la semaine, du mois, pardon, du Forum d'avril sur les drogues. C'est notre première conférence sur le thème des conséquences socio-économiques des politiques des drogues. Et vraiment, d'abord, un grand merci à nos deux intervenants, Karl Hart et Christian Benlagdar, pour leur présence et leur temps. On est vraiment hyper contents de pouvoir organiser ça avec vous. C'est le fruit de plusieurs mois de travail, donc c'est un honneur. On vous rappelle juste que l'événement va être bilingue. Le professeur Hart va présenter son sujet en anglais et le professeur Benlagdar en français. Chacune des interventions va durer une vingtaine de minutes avec une possibilité de questions-réponses à la fin de chacune des interventions. Vous pouvez, durant leur présentation, poser vos questions par écrit dans le chat ou après dans la partie interactive, discuter, mais s'il vous plaît, juste dans la partie interactive, intervenez pas quand les gens en parlent. Ça va de soi. Sinon, volontiers, ouais, si vous pouvez mettre vos caméras, c'est super cool. Et l'événement est enregistré, il sera disponible sur la chaîne YouTube du groupe ACT. Yes, so I'll just translate a few things to English. So every intervention will last approximately like 20 minutes, and you'll have the opportunity to discuss and ask questions at the end of each presentation. You can ask your question directly or in the chat. Please don't interrupt anyone though. So first ask in the chat if someone's talking. And we would like to remind you to shut down your microphone and turn on your cameras, just because it's more fun if we can see each other. Yeah, we also inform you that this event is recorded and will be published on the Group ACT's YouTube channel. On va passer maintenant à la présentation très brève des deux intervenants avec Karl Hart. Yes, so Dr. Karl Hart is a professor of psychology at the University of Columbia, and his research focuses on the effects of psychoactive drugs in humans. And he will tell us about US drug policy with a special emphasis on the negative effect it's having on specific groups. Et le professeur Benlagdar va nous parler des modèles, enfin, de la politique prohibitive de la France et des modèles alternatifs de libéralisation des conduites addictives qui seraient possibles. Avant de laisser la parole au professeur Karl Hart, je vous rappelle que jusqu'au 30 avril, le groupe ACT vous proposera du contenu autour de la thématique des drogues et de la société. Et la semaine prochaine, même heure, aussi sur Zoom, on organise une conférence sur les utilisations spirituelles des drogues avec l'ethnologue Sébastien Beau. Donc, on espère que vous serez au rendez-vous. Et finalement, on remercie Madame Barbara Brouwers spécifiquement pour son aide tout au long de la préparation de l'événement. L'ASPRI de manière générale pour son soutien, et vous qui êtes tellement nombreux, c'est trop cool. J'espère que la conférence vous plaira. The floor is yours, Mr. Hart. Yes, okay, great. First, I just want to say I'm happy to be here with you all on this Friday in this weird setting of the virtual world. This is really strange, so I will do my best to present in my basement alone, but pretending that there are people listening. As was said, I'm going to talk a little bit about US drug policy. I only have a few minutes, so I can't really go into it in too much detail. So just by way of background, just so you all understand who I am and how long I've been doing this. I started studying drugs really as an undergraduate student in about 1990, 1989. And when I first started studying drugs, I was excited. My motto was, I don't come to battle, I come to conquer. I thought that my career aspirations would, I thought I would win a Nobel Prize or be some professor at a prestigious university. My relationship with my country was patriotic, and I thought each experiment would lead to a Nature or a JAMA paper. The night before the experiment, I was preparing for the media interview. And so fast forward 10 years later, my demeanor has changed to battle hardened.
My motto has changed to life is a marathon, not a sprint. And my career aspiration was just survive. My relationship with the country is disappointed, and each experiment was just done to put another line on my CV. The night before the experiment, I could be in my office, sleep deprived. Fast forward 10 years later, you can see that I'm shell shocked as right now. My motto now is I don't engage with people who don't respect evidence. And my career aspirations is to live up to the Declaration of Independence, those ideals, in which that just basically says that's the founding document of the US. And that basically says that everyone has the right to life, liberty, and the pursuit of happiness. That means that they can live their life as they see fit, long as they don't bother anyone else. And my relationship with the country has deteriorated to the point where I'm looking for a new country, a new home. That's why I'm coming to Switzerland. Each experiment is now done to collect data to undermine the war on drugs, and that's what I'll talk about. In terms of the night before the big results, I really don't care. I'm on to the next project. So I want to go back to figure out like what happened. Why have my demeanor and my sort of relationship with the country, the field changed? Well, these statistics have really impacted me. When it comes to drugs in the United States, we're arresting every year 1.5 million Americans for drugs, and 90% of these individuals, or more than 90% of these individuals, are arrested for small amounts, just possessing small amounts, not for trafficking, but just simple possession. And most of the people who are arrested are those folks who are from despised and marginalized groups, racial minorities, people who are poor. Those folks are targeted, arrested, and imprisoned. Today in the United States, you all may know, we have 2.3 million Americans behind bars. We have the greatest proportion of our citizens behind bars than any other nation. And when you look at who's behind bars, 40% of the people who are behind bars in the United States are Black men. Black men only make up 6% of the population in the United States, but about 40% of the prison population. That is shocking for anybody who has a conscience. And the war on drugs, or our drug policy, has played an important role in this sort of thing. Now, when I think back to how I came here in the field, I was really interested in studying drugs, learning how to alter the effects of drugs on the brain so I could help people with treatment. And crack cocaine was a big deal at that time. This is in the mid 80s, the mid to late 1980s. And crack cocaine was one of those sort of new inventions in the United States, at least at the time. And we were concerned about the drug, so much so that we created these laws where we punished crack cocaine 100 times more harshly than powder cocaine. That means that people could go to jail for a mandatory sentence of 5 years if they were caught with small amounts of crack cocaine. To trigger the same sentence for powder cocaine, you have to have 100 times more. So we call this the 100-to-1 ratio law, crack powder law. Now, this law as I said, it required mandatory minimums for people caught with crack cocaine. And in this law, it also said that the 1988 law said that by 1995, the United States would be drug-free. This is written into law. This is ridiculous. Anybody who thinks would never put something like that into law. But yes, our Congress people, they wrote this in the law, and it's still in that law that the United States will be drug-free in 1995. How did that work out? Well, you all know that's a joke. Furthering the joke is that when you think about crack versus powder cocaine, the two substances are the same.
The only difference is if you focus your attention on the left structure, that's powder cocaine. The only difference is this hydrochloride portion that is contained on powder cocaine. The hydrochloride portion does not contribute to the biological effects of cocaine or the pharmacological effects of cocaine. So the drugs are the same. The routes of administration are different, but the drugs themselves and their effects are qualitatively the same. Okay, one of the things that concerned me as I started to learn more and more about US drug policy and its impact is that one of the things we learned by 1992 is that more than 90% of the people who were arrested under these laws were Black people. And even though Black people don't make up the majority of crack users, but more than 90% of the people arrested and convicted under this law were Black people. That caused some of us concern. We were concerned about this thing we call racial discrimination. I just want to make sure everybody understands what I mean when I say racial discrimination, because we oftentimes use these terms, racial disparities, racial discrimination, bias. We use these terms interchangeably, but they're not. When I use the term racial discrimination, I simply mean an action that results in disproportionate or unfair treatment of persons from a specific group. That's all I mean. This disproportionate, unfair treatment. That's all I mean. I don't care what's in people's heads. I don't care what they think. I'm only talking about this act, this behavior. Intent is not important, nor am I talking about implicit bias. None of those things really matter because the people who are affected by this sort of action, this unfair treatment, it doesn't really matter to them whether you intended to do it or not. They are suffering. And so that's all I mean when I say racial discrimination. And so I use the term racial discrimination, not bias or disparity. As a result of this racial discrimination, one of the things that was recommended by the US Sentencing Commission, these are the people who decide what the penalties for each law infraction would be. These folks who decide what the penalty should be, they voted to amend that law so that the two drugs are treated the same, whether they're the same drug. And because they saw this racial discrimination that was occurring, and so they thought this is an injustice, so we have to change this. They voted to change the law, but they were blocked. They were blocked by President Clinton and Congress. And so since President Clinton and Congress blocked those laws, we can say that they were racist in those domains because when the attention or the racial discrimination was brought to their attention, they didn't modify their behavior. They just continued on in the face of this evidence, overwhelming evidence of racial discrimination. So when that happens and people don't modify their action, we can call them racist in that domain. And in that case, President Clinton and members of Congress who voted to not change the law, we can say they were racist in that domain. Now, this got me to thinking about why are our drug laws the way they are, and what is our history with these drug laws? And one of the things that I learned was in the early 1900s, drugs like cocaine and the opioid drugs in the United States, they were originally restricted and banned 1914 under this thing we call the Harrison Act. Those drugs were banned not because of pharmacology, not because of the dangers posed by the drugs, but because those drugs were associated with despised groups. Cocaine was associated with Black people. Opioids were associated with Chinese folks. And so that kind of our hatred for Black people and hatred for Chinese people in the early 1900s led to passage of the first federal laws that restricted drugs in the United States. There were a number of unsubstantiated, while exaggerated claims made about Black people. For example, when they take cocaine, people reported that you could shoot Black people, Black men, 6 times in the heart with the .32 caliber weapon, and you would not stop them because cocaine gave them superhuman strength.
This kind of nonsense was said when they were debating whether to pass the law to restrict these drugs. And this sort of practice, these sort of exaggerations continue today when we talk about drugs, and they are instrumental in ensuring that we pass laws that restrict drugs. Now, back to the cocaine, the crack versus powder thing. When we think about this unfair treatment of crack versus powder, when President Obama was first running for president in 2007, he ran on the promise of ending changing that law. And he said that when he became president, he would end that disparate treatment. And so he became president in 2009 is when he started his term. In 2010, he signed into law a law that decreased the disparity between crack and powder cocaine. So rather than having crack being punished 100 times more harshly than powder, the new law required that crack be punished 18 times more harshly than powder cocaine. Again, that does not match science or pharmacology. The two drugs are the same. There is no drug that we treat differently in the United States based on route of administration other than crack and powder cocaine. So Obama promised to end the disparity. He certainly lessened the disparity, but he didn't end it. This was the compromise. And so when you have such a compromise, I think Malcolm X summarizes this compromise posthumously, of course, when he said that if you stick a knife in my back 9 inches and pull it out 6 inches, there is no progress. And that's how many people see this law. While we're happy with the disparity decrease, it still is not right. It's still not consistent with science. And so when I think about science, it brings me to the National Institute on Drug Abuse. The National Institute on Drug Abuse has also played an important role in making sure that we have these repressive policies when it comes to drugs, because when you have repressive policies or you argue that drugs are so dangerous, now you create a space for scientists to highlight the danger. And the National Institute on Drug Abuse, their mission up until recently was to lead the nation in bringing the power of science to bear on drug abuse and drug addiction. These are the negative effects associated with drug use. The negative effects associated with drug use are a minority of effects. They're not the predominant effect, but the National Institute on Drug Abuse has focused almost exclusively on these minority effects, a minority of effects. And when you do that, what the literature shows is that you have this disproportionate focus on this negative sort of effects. And then the popular press kind of picks up on the scientific literature. What's in the popular culture is it picks up from the scientific literature. And that leads us to have a skewed perspective on what drugs do and don't do. And that influences policy, of course. I think Upton Sinclair said it best when he said that it's difficult to get a man to understand something when his salary depends upon us not understanding it. And that's the National Institute on Drug Abuse. That's scientists. Our salary is paid or is dependent upon us looking at these negative effects of drugs. And if that's what you're looking for, guess what? That's what you're going to find. But it doesn't mean that that's the predominant effects of drugs. So when you focus primarily on the negative effects, that means that you will emphasize these effects, and it gives your research more public health significance because you're solving this important public health problem. This is what you say in your grants. This is what you say in your papers. And so when you read the scientific literature, the first paragraph of the introduction talks about this public health
big problem. The end of the discussion section, again, you're talking about this big public health problem that you're solving. And you've oftentimes never mentioned the positive sort of effects of drugs. And you can see how research participates in this sort of thing. And so, and one of the areas that this is really prevalent is when we think about this notion of drug addiction being a brain disease. That has become axiomatic, even though there is virtually no evidence in humans to support this nonsense. But in this field, nearly everyone who's trained in this field is trained or is indoctrinated with this notion that drug addiction is a brain disease. But then when you ask people, can you show me the data that support that sort of thing? Someone may show you a brain imaging slide, two different brains, one of somebody who uses drugs and one of somebody who doesn't use drugs. And they'll say, oh, you can see this difference here, which it means nothing because you have this huge sort of variability in the normal range of what what brain structures look like, size, function. And so it doesn't tell you that it's pathology. No, they can't show you pathology. They can show you a pretty picture that will show you some difference that is not significant in terms of functional. It has no functional significance. So the point is that we've all been indoctrinated to this notion that drug addiction is a brain disease. And that sort of thing influences policy, of course, because if drug use is so awful, then we have to do something to restrict their use. That's what a responsible public should do. That's what one would think. But of course, that's the data doesn't support that. And I've been writing on this sort of thing to try and bring it to people's attention that there are virtually no data to support that sort of notion. And that notion drives a lot of our policy in the United States. And these are just a couple of papers, and I show some names of people who have been killed in recent years as a result of our drug law enforcement. And so when people don't go to jail, if they're not in jail, then there are a large number of people who are actually killed because of their interactions with police. And then because the person has used a drug or has a drug in their system, that tends to absolve or excuse it tends to excuse the behavior of police brutality. And I've written about this sort of thing, and I'm happy to say more about it, but I can't say too much here now because I don't have that much time. As I was saying, drugs are used to scapegoat bad behavior by police. They're used to for politicians to avoid or ignore problems that are faced by people who are poor or who are not doing so well in the society. And they also are used to target people who we don't like in our society. So I'm going to just kind of close, and then we can maybe questions later. In my close, this is very simple. When we think about drug policy, the thing that I've been advocating for is that no one should be going to jail for personal use of drugs. It's a silly thing. You're going to send someone to jail for seeking happiness, for altering their consciousness, for putting something into their body. You're going to put them in jail. That's what we're doing in the United States. And then our drug policies, we export our drug policies abroad. In fact, we use our drug policies as, I guess, we use it as ransom for some countries. So we hold our foreign aid, to make sure people are in line with our drug policy. And so in some place like Mexico, we have done that sort of thing. So I'm arguing that no one should be sent to jail for using drugs. And I'm arguing that treatment should be reserved for people who actually want it and need it. And I'm also arguing that we should have an honest sort of drug education. We should be honest about what drugs do and what drugs don't do. And that means that we have to accept that some people will use drugs in our society. And I'm also arguing that in the United States, there are 40 million Americans who use drugs on a regular basis.
but most of those people are in the closet because drug use has been so vilified. I'm arguing that people should get out of the closet and participate in civil disobedience and flagrantly disobey those laws to highlight how unjust these laws are. But of course, a number of people remain in the closet because of fear of the consequences that will occur, or that might occur. And I'm also arguing that we should defund the drug war in the United States and redirect the efforts of our law enforcement and those people who are participating in this prohibitous sort of behavior. And I think that's my time. Thank you very much. We're gonna pass to the question part. So if you have a question, you can just unmute your microphone and ask it, or if you can't talk, you can write it in chat. I think, yeah. Yes, we can receive Hello, the presentation. can you hear me? Yeah. Yes. Okay. Well, thank you very much for your presentation. It was very interesting and informative. And my question would be, what can we expect in the future concerning drug policies and use in America, like realistically? Thank you. Yeah. So in the future, what we are seeing is that we are seeing liberalizing of drug laws when it comes to marijuana. So a number of states have legalized marijuana in part because they see the tax revenue that are generated from marijuana. And so people are excited about getting the money from marijuana laws or marijuana legalization. But marijuana policy has not changed in the southern portion of the United States. The southern portion has like the greatest population of Black people. And so it's going to be interesting to see if that changes. And also we think about things like psychedelics or plants. We are becoming more liberalized, or our policies are becoming more liberalized, in part because the psychedelics, they have they have an advocate that we like. Middle class white people are promoting psychedelic use for spirituality, for a number of sort of things, and so many people in the media like psychedelics themselves. So we see some liberalization or liberalizing of psychedelics, but not when it comes to things like cocaine, methamphetamine, or heroin. So I think those drugs will continue to be prohibited harshly. Hello, can you hear me? Yes. Thank you for your presentation. I have two quick questions. The first one is related to like your Daily Show post, your Daily Show interview with Trevor Noah. I've seen it the other day on Instagram, so I was surprised to see you here, and it was awesome. You told us, and I agree on that, based on the data, that the choice in origin about crack and marijuana making it illegal was for racist ideas. But I was scrolling through the internet and looking about the drug policies around the world, and honestly, in other countries in which racism has not the same structure as in the US, for example, in China or in India, with totally different societies. For example, in China, there's a huge repression about cannabis, which is harsher than in the US. And I was like, that also is related about racism, or is something else? And because we tend in the Western world to look at the US and the US scientists and sociologists and automatically translate this situation, the societal situation, to every other part of the world. We're like saying, well, since it happens like that in the US, we have this, we basically have the same analytic tools for every other part of the world, it seems to me. I know your work is mostly focused on the US,
but I was curious about that. And do you want to answer, or I can directly pose the other question? Let me answer because the question has a flawed assumption. In China, for example, the Philippines, around the world, drug policy is motivated for in part to subjugate despised groups. And so, like in the United States, it's not only race, it's despised groups, like the Uyghurs in China, poor people in the Philippines. It's the same sort of thing. But the drugs that they may be restricting may be different. Like when we think about the Philippines, they're not so crazy about the opioids like we are in the United States. Instead, they harshly punish methamphetamine, but it's the same thing. In Brazil, they say things like, well, you know, we're all kind of mixed up, and so it's hard to say a racial component, when in fact there is a racial component. The darker people are getting their asses kicked, and poor people are really paying the price. Yeah, it's really similar. You just have to understand who is in the in group and who is on the out group, but it's the same. Okay, thank you. And about my second question, I was like curious about like the part in which you said that Clinton's policies were racist on themselves when they decided to criminalize all drugs. But because if the problem is the the huge disproportion between the number of black people arrested and the proportion of white people arrested, why, if the law itself didn't said specifically, because it's a policeman's duty to arrest people, and that's where's the bias, the racist bias. If Clinton itself and the politicians decided, well, let's make it illegal for everyone, they're in the end not, yeah, they are responsible for the bad actions on the bottom floor of the institution, but in the end, if the I know it's not only bad apples, but there is a huge core that is rotten on the bottom in the institution of police in the US. But in the end, if the majority in Congress decided, and in the Senate decided to pass a law based on the public opinion on something, and a democratic president accepted to do it for whatever reason, popularity reason, egoistic reasons, I don't know, was it racist by itself, the fact that he said, let's arrest all of those people, and the patrollers, the policemen, decided to implicitly or voluntarily use their bias, the racist bias? Can we still consider? It's not bias. So I went, my definition is very clear. I'm not saying bias, I'm not saying disparity, because all of those terms are, what they do is they reduce the impact of this horrible thing. And I'm not trying to do that. And when I think about Clinton, you're right. Clinton's not the guy out there that's arresting these people. He's not the guy. But the point is that as president, he could have pushed to change the law so that this enforcement would not be in the hands of the police. That's what he had access to. That is absolutely right. Congress has access to changing the law, just like the US Sentencing Commission had access to changing the law when the evidence was brought to their attention. I mean, before this happened, like you said, the law is just the law. The law itself is not racist. It's just the law. But when you see evidence of the discrimination and you have a role or you have responsibilities or you have authority and you do not act, then you are culpable. As Clinton was culpable, as Congress was culpable, as the police organizations who were doing the enforcement of the law are culpable. The U.S. Sentencing Commissions were culpable as well, so they changed their action. And so once it's brought to your attention, it's on you to do something about it or not.
And if you do nothing about it in the presence or when it's brought to your attention, then you can be said to be racist in that domain. Not in other domains. This is not a general sort of thing. I only have evidence of your racist behavior in that domain. Thank you. There is a question in the chat from Barbara Boas. I don't know if you can read it. From who? I'm sorry. From Barbara Boas. It says Swiss Republicans in big cities have proposed to legalize all substance within 10 or 15 years. What do you advise us to do to help advance this idea? I don't. Well, I could first say bravo that they are pushing for that sort of thing, and I don't know the situation as well on the ground, the local situation. So I will have to learn more about it. Just bravo. Okay, thank you very much. I think we're going to go on with Professor Ben Lagdar presentation, if it's okay for you. Excuse me, can I ask you a question? Yeah, last one, but quick, please. Okay. So hello, sir. I do have a question about the period linked to alcohol with the prohibition. You know, when the alcohol was being prohibited, and that there was a real issue regarding it. So if we legalize alcohol, well, we've seen what the impacts of the legalization of alcohol has done, and we've seen a big increase in the number of people who are dying from alcohol. And what can we expect if we legalize drugs, like we've seen with what Barbara Boas suggested in the chats? And what could we expect if we legalize drugs? Could we expect an increase in the number of people who are dying from drugs, or I don't know? Well, what can you say about that? So one of the things that scientists and the public health officials frequently neglect to talk about is the carnage that's being done now with our current policy. So you have all of these people, particularly poor people, despised groups, their lives are ruined. They're dead in some cases, like George Floyd and other people, Breonna Taylor, all of this carnage that's going on around us. So that is, we see this damage, and we see the paranoia that happens as a result of people worried about being busted for drugs. So when I think about alcohol as a sort of model or an example, when we had alcohol prohibition in the United States, we had tens of thousands of people dying every year from tainted alcohol, from alcohol that was adulterated. When we reversed prohibition, that problem went away. That problem is almost unheard of. And so when we think about overdoses, people are overdosing because they don't know the dose, because their substances are tainted with other things. And then we have unscrupulous players or actors in the drug trade. That tends to go away. And so we can also increase education. We bring people from out of the shadows in terms of people who may need treatment, who seek treatment. We decrease stigma. And so I think that it will be a far better solution in terms of public health than what we currently have. But it's important for people to understand that there will still be people that get addicted. There will still be people who die as a result of this, because life is not without risk. And so if people are expecting to have no risk, that's not realistic, and it should not even be an expectation. But I think that this will be so much better, and it will be consistent with the ideals of allowing adults to be adults, allowing adults to engage in behaviors that they see fit, as long as they're not bothering anyone else. We have laws to deal with people who are bothering other people or preventing them from enjoying their rights. And so I think that it's a win-win in that
you allow people to the freedom that you claim to allow people. Thank you very Thank much. you very much. We're going to switch in French now. Donc, à votre tour, Christian, c'est parti. C'est bon, vous voyez? Oui, c'est tout bon, merci. Super, mais c'est moi qui vous remercie pour organiser ce genre de conférence. Hein. Enfin, bon, voilà, vous avez invité Karl Hart, ça aurait suffi, je pense, mais je suis ravi d'être présent avec vous. Alors, je suis un peu plus près de la Suisse. Je suis économiste, je suis professeur d'économie à l'Université de Lille. Je travaille beaucoup en santé publique. J'ai longtemps travaillé à l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, qui est un organe administrativo-scientifique et politique du gouvernement français. J'en suis sorti, mais voilà, j'ai une vingtaine d'années derrière moi dans les drogues, si j'ose dire. Alors aujourd'hui, je vous propose un court PowerPoint, hein, je vais aller assez vite parce que j'ai plein de choses à vous dire, sur le pourquoi et le comment on devrait légaliser le cannabis en France. Alors je parle évidemment du cannabis THC, hein. Il y en a qui disent le cannabis social, le cannabis récréatif, tout ça pour vous dire que je suis loin du CBD et des choses comme ça, hein, d'accord, ou du cannabis thérapeutique, voilà. Alors, allons-y, rentrant dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Sur le pourquoi, je vous l'ai dit, je suis plutôt santé publique, et en France, on constate que l'usage de cannabis suit des modèles épidémiques, de diffusion épidémique. Alors, c'est pas un mauvais jeu de mots pour l'actualité, mais voilà comment ça commence en France. On expérimente le cannabis, vous le voyez, c'est les petites courbes vertes, dès la 6e. Alors, la 6e, c'est le collège en France, les enfants ont 10-11 ans. Et vous le voyez, en 6e, on a 1% des gamins de 10-11 ans qui ont expérimenté le cannabis. L'année d'après, ils sont 3%. En 4e, ils sont 11%. Et avant leur entrée au lycée qui s'effectue après la 3e, ils sont 24%. Donc, 1 sur 4 a déjà avoir essayé le cannabis. Alors, bon, on peut discuter, je ne connais pas la situation suisse, mais ça me paraît déjà précoce, ça me paraît déjà peu, et ça veut aussi dire que le cannabis est présent au collège auprès de gamins de 10-11 ans. À 17 ans, vous le voyez, c'est la petite fleur cannabis. À 17 ans, ils sont à peu près 1 sur 2 hein, en France à avoir expérimenté, déjà essayé le cannabis. 1 sur 4 à en faire un usage mensuel, au moins une fois par mois, et 1 sur 10, à peu près, hein, un peu moins d'1 sur 10, à en faire un usage régulier ou quotidien. Ceci à 17 ans, et en population générale, chez les 15-75 ans, vous le voyez, de 1992 à 2014, mais la tendance se perpétue encore aujourd'hui, on a un Français sur 10, voilà, 11%, qui déclarent faire un usage régulier de cannabis. J'y reviendrai, mais un usage régulier de cannabis en France, c'est de la possession, de l'achat, du transport et de la consommation, et c'est puni normalement hein, d'1 an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. Donc, parmi les 15-75 ans français, on en a 1 sur 10 qui risquerait une peine de prison d'1 an d'emprisonnement, bon, ce qui est quand même énorme en diffusion. Aujourd'hui, alors là, ça date de 2014, me semble-t-il, parce que les chiffres ont récemment augmenté. On a 700 000 usagers quotidiens de cannabis, un peu plus d'1,5 million qui en font un usage régulier, c'est 10 fois par mois, et 4,6 millions de Français qui déclarent consommer du cannabis récréatif, social, en tout cas du THC, dans l'année. Donc, on est face à une consommation de masse, alors même que c'est un produit prohibé, comme vous le savez. Alors, cette consommation de masse, elle a des conséquences, hein. On reviendra sur les conséquences, mais une d'entre elles, pardon, c'est qu'on assiste quand même à quelques troubles mentaux, en particulier chez les plus jeunes, en augmentation. Et on a un phénomène assez inquiétant qui est apparu, alors qui est mineur en termes de prévalence, mais on a beaucoup d'enfants de moins de 3 ans
de moins de 36 mois qui finissent dans les urgences pour intoxication au cannabis parce que leurs parents ont oublié l'herbe ou la résine de cannabis sur la table basse et les gamins l'ont sucé allègrement et ils se retrouvent complètement défoncés. Et donc à 2 ans ou à 2 ans et demi, c'est un peu grave et donc on a des intoxications pédiatriques en augmentation. On a aussi des décès. Alors, le cannabis ne tue pas, hein, ça c'est une évidence. Par contre, sur les routes de France, eh bien, on a une accidentologie routière en légère augmentation ces temps derniers. Évidemment, fumer du cannabis en plus du tabac, ce n'est pas très bon pour la santé, vous pouvez vous en douter. Donc, on a une épidémie de consommation qui a des conséquences sanitaires qui sont peut-être pas très importantes, mais qui existent en tout cas. Face à cette épidémie, vous le voyez, la consommation de cannabis chez les Français a largement augmenté ces 20 à 30 dernières années. Eh bien, on a mis en place, dès les années 70, alors on pourrait en discuter avec Karl sur Nixon et sa guerre à la drogue, et qui a fait des petits partout dans le monde, hein, en particulier chez nous, vous le voyez, le 31 décembre 1970, me semble-t-il, il était 22-23 heures, on a voté une loi qui prohibe le trafic de stupéfiants et qui interdit l'usage. Alors, voter une loi un 31 décembre 1970, alors que la France, cette nuit-là, est enneigée, qu'il y a du verglas partout, qu'il neige et qu'il n'y a qu'une poignée de députés dans l'hémicycle, on peut s'interroger sur le bien fondé démocratique des lois, soit votées au mois d'août, soit votées en fin d'année, 31 décembre à 10 heures. Donc, on prohibe le trafic, on interdit l'usage, et la conséquence de tout ça, eh bien, c'est un nombre d'interpellations pour usage, principalement usage revente trafic, qui explose ces 40 dernières années, 40 à 50 dernières années. Vous le voyez, on a donc des interpellations pour simple usage possession, hein. Quelqu'un qui a 1 gramme de cannabis sur lui, eh bien, est interpellé. Pourquoi il est interpellé et pourquoi cette augmentation? C'est la fameuse politique du chiffre de notre ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, ou une interpellation pour infraction à la loi sur les stupéfiants, c'est une affaire résolue. Quand un policier interpelle quelqu'un avec du produit stupéfiant sur lui, il a résolu une affaire. Et comme sa prime, ou en tout cas la prime de sa brigade, dépend du nombre d'affaires résolues, eh bien, tendanciellement, les professionnels que sont les gendarmes, les douaniers, les policiers, eh bien, vont au plus facile et interpellent des usagers de drogue, et en particulier de cannabis. Des usagers parce qu'on voit bien que le différentiel entre des trafiquants et des simples usagers est très important, à tel point que les statistiques que je vous montre ne sont plus disponibles en France depuis 2010. On n'arrive plus à distinguer en France les infractions à la loi sur les stupéfiants cannabis des autres produits. Tout a été compacté et n'est absolument plus disponible, ce qui est un vrai scandale pour le chercheur que je suis. En tout cas, vous le voyez, cette répression, je la qualifie d'inefficace. Encore faut-il que je vous le prouve. Et l'économiste que je suis vous dit que l'efficacité d'une loi de répression et de prohibition, eh bien, doit se retranscrire dans un indicateur économique qui est le ratio prix-qualité. Pourquoi est-ce que, si la loi était efficace, eh bien, le prix des stupéfiants et en particulier du cannabis devrait être élevé? Eh bien, parce que cette même répression est une taxe, ou tout du moins, on peut le voir comme une taxe. Parce que le vendeur, le trafiquant, va imposer une prime de risque sur le prix de vente, d'autant plus grande que les risques qu'il prend lui-même sont importants et donc que la répression est efficace. Donc, je vous invite très rapidement à aller voir l'évolution des prix et de la qualité de la résine et de l'herbe de cannabis qu'on trouve en France pour se faire une idée, eh bien, de savoir si les policiers français arrivent à imposer une taxe sur le cannabis. Ce qu'on constate, alors c'est des statistiques officielles de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants, de la police, eh bien, c'est qu'entre 2006 et 2013,
effectivement, le prix du gramme vendu au détail, soit d'herbe de cannabis, soit de résine de cannabis, augmente. Alors, pour la résine, ça passe de 4 à 6 euros et pour l'herbe, de 5,5 à 8,5 euros. Sauf que, dans le même temps, on a une augmentation exponentielle, enfin, en tout cas très importante, de la concentration en THC dans les produits saisis. Vous le voyez, l'herbe était en moyenne de 4,7% de THC au début des années 2000 pour arriver à 3 fois plus en 2013, 12,6. La résine, et on connaît les explications à cette augmentation des niveaux de concentration en THC, passe de 6,5 à 17,4. On pourra en discuter si vous le souhaitez. Donc, et ce n'est pas moi qui fais ce ratio prix-qualité, c'est encore l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants. Eh bien, entre 2010 et 2013, ici, on voit bien que le prix de détail ajusté à la pureté décroît. Alors, vous êtes des étudiants de l'Université de Genève brillants, vous savez très bien que mais oui, souriez pas, l'élasticité prix de la demande, quand un prix diminue, eh bien, sa consommation et sa demande augmentent. Donc voilà l'explication de l'épidémie en France de l'usage de cannabis, c'est que c'est devenu et que ça devient un produit de moins en moins cher, donc bon marché, disponible au plus grand nombre. Voilà sur la version inefficace. Mais pourquoi injuste? Injuste parce que, alors Carl Hart vous l'a montré pour le cas américain. Je vais vous montrer ici des travaux d'Alex Stevens, qui est un brillant sociologue britannique. J'adore ses travaux. Et dans un de ses ouvrages, il nous donne ce tableau-là, le pourcentage de groupes ethniques qui déclarent un usage de stupéfiants et de la vente de stupéfiants l'année passée, en Angleterre et dans le Pays de Galles. Donc, vous le voyez, blanc, mix, c'est métis, noir, asiatique, chinois et autres. Alors, l'usage, eh bien, à peu près tout le monde consomme, hein, les blancs, les métis, les noirs, un peu moins les asiatiques et les chinois également. Alors, classe A, c'est héroïne, cocaïne, d'accord, bon, peu importe. Mais la vente, eh bien, qui déclare avoir vendu un petit peu de stupéfiants dans l'année écoulée? Eh bien, principalement les noirs, et les blancs et les métis, mais pas du tout les noirs. Pas du tout les noirs, alors même que Alex Stevens nous montre le tableau suivant juste après le premier. Qui est arrêté? Qui est mis en caution? Qui est condamné? Qui est emprisonné? Principalement les noirs. Alors même que les noirs en Angleterre et dans le Pays de Galles déclarent ne pas vendre de substances, ce sont bien eux qui sont principalement arrêtés et condamnés. Je ne suis pas en mesure de vous montrer des statistiques françaises à ce sujet parce que, vous le savez, la France est une belle république et tous ceux qui vivent dans cette belle république sont considérés comme des citoyens. Et un citoyen n'a pas de couleur, n'a pas de race. Un citoyen est un citoyen français. Donc, les statistiques ethniques en France n'existent pas. N'existent pas jusqu'au jour où on a quand même mené une seule étude. C'est la seule étude française qui existe, celle de Lévy et Jobard, qui a été menée sur des contrôles d'identité. Non pas de la vente de stupéfiants ou de l'achat de stupéfiants, mais des contrôles d'identité. Et vous le voyez, pour ceux qui connaissent un peu Paris, Gare du Nord RER, Gare du Nord Thalys, à Châtelet, en plein centre de Paris, eh bien, ces sociologues ethnologues ont mesuré, ont constaté, en observant les policiers, eh bien, des surrisques de se faire contrôler son identité par des policiers quand on est noir versus des blancs, quand on est maghrébin versus des blancs, ou quand on a une tenue culture jeune, des baskets et un hoodie, pour le dire vite. Eh bien, Gare du Nord Station, on a 6,7 fois plus de risques d'être contrôlé pour son identité quand on est noir que quand on est blanc, 13,2 fois plus quand on est maghrébin que quand on est blanc. Je ne détaille pas ces statistiques. Il y a Marie-Danielle Barré, qui est une sociologue, qui a suivi des policiers français et qui nous dit, concernant les infractions à la loi sur les stupéfiants, eh bien, les policiers ont une clientèle. Et cette clientèle a comme caractéristique
d'être plutôt colorés, noirs ou maghrébins, vivre dans des zones périurbaines assez denses et être hommes et plutôt jeunes. Donc cette répression, elle est inefficace et injuste parce que ce sont souvent les mêmes qui sont interpellés et qu'il existerait eh bien, une clientèle en matière d'infraction à la loi sur les stupéfiants. Vous m'entendez toujours? Oui, ok. Je vous passe évidemment la concurrence. Ça ne marche plus. Si, c'est bon. La concurrence sur le marché du cannabis qui a nettement augmenté ces dernières années. L'Europe est devenue un narco-continent, hein, d'accord. La géopolitique mondiale a largement évolué à ce sujet. On trouve des cannabinoïdes de synthèse assez facilement, vous savez certainement où. En tout cas, cette concurrence, eh bien, elle a crispé la situation française à tel point que la violence est devenue la règle. Et le journal La Provence, qui est un journal marseillais, s'amuse à cartographier les règlements de compte et les décès attribuables au commerce illicite de stupéfiants et de cannabis à Marseille. Donc le bilan, il est sans appel. On a une vaine lutte policière qui ne fait pas grand-chose, une guerre à la drogue discriminante qui déstabilise nos institutions et malheureusement, eh bien, on dénombre des morts. Le dernier argument du pourquoi, je le trouve, alors il date un peu, c'est un calcul que j'avais fait au milieu des années 2000, c'est le coût social du cannabis. La question que je m'étais posée, c'est si le cannabis n'existait pas en France, qu'est-ce que la France économiserait? Eh bien, elle économiserait des coûts des pathologies, elle économiserait des pertes de revenus du fait de la mortalité, du fait de l'emprisonnement, et elle économiserait des dépenses publiques relatives à la lutte contre le cannabis. Je vous passe les détails, mais constatez avec moi que le premier poste de coût dans le coût social du cannabis, eh bien, c'est le coût de la répression. Ce sont les dépenses publiques engagées par la police, la gendarmerie, les douanes, la prison et les services judiciaires qui coûtent le plus dans ce que coûte le cannabis à la collectivité. Le second poste, c'est l'emprisonnement. Dit autrement, et une phrase vaut mieux que plein de chiffres, les moyens que la France engage pour lutter contre le cannabis sont supérieurs au coût du phénomène que l'on cherche à combattre. Dit encore autrement, on ne ferait rien, on gagnerait de l'argent. C'est terrible. Quand je dis ça à mes députés ou des hommes politiques, ah bon, ah ouais, mais rien faire, c'est pas bon. Donc, eh bien, ça nous amène au fait qu'un autre modèle de gestion du cannabis et des autres stupéfiants est souhaitable. Et j'en viens à mon comment, je vais un peu vite parce que j'ai l'impression de prendre beaucoup de temps. Alors, actuellement, en France, on est sous un cadre prohibitionniste, d'accord? Cette loi du 31 décembre 70, elle vise un monde sans drogue. L'usage est dissuadé parce qu'un an d'emprisonnement, c'est beaucoup. Si on interpelle quelqu'un qui a consommé, eh bien, on peut le considérer comme un malade et il faut le sevrer contre sa volonté. Et évidemment, les peines étant très importantes, le trafic n'existe pas parce que l'action policière est efficace. Bon, on a bien vu, c'est inefficace, c'est inefficient et c'est injuste. Donc, passons à autre chose. Et pour passer à cette autre chose, eh bien, allons sur le spectre des possibles, entre une prohibition stricte et un cadre pénal important, à eh bien, un monde libéral, une libéralisation totale, un laisser-faire. Alors en France, on a eu quelques avancées. La Mildeca, qui est un organe du Premier ministre, qui nous dit est-ce qu'on pourrait contraventionnaliser l'usage? C'est en vigueur actuellement. Si vous êtes interpellé, vous payez une amende. Comme c'est toujours les pauvres et toujours les mêmes qui sont interpellés, ça ne marche pas. C'est mettre la tête sous l'eau à des gens qui n'ont déjà pas beaucoup de moyens. Donc, on passe à autre chose. On pourrait dépénaliser l'usage et interdire l'offre, comme le Conseil national consultatif des droits de l'homme français le préconise. On pourrait dépénaliser l'usage, mais en plus autoriser l'autoculture
et autoriser les cannabis social clubs, tout en interdisant l'offre. On pourrait imposer un marché réglementé. Un marché réglementé qui viserait quoi? Eh bien, c'est une commission que vous connaissez très bien, la Global Commission on Drug Policy, qui nous dit, eh bien, il faut chercher une réglementation légale, responsable, qui vise à minimiser les dommages sociaux, sanitaires du cannabis. Alors, minimiser les dommages sociaux, sanitaires du cannabis, pourquoi pas? Ça veut dire quoi? Eh bien, ça voudrait dire qu'il faut légaliser en France parce que peut-être que les dommages sont peut-être plus sociaux que sanitaires. Et il me semble qu'en France, ces outils de régulation existent déjà. Ils sont plutôt imparfaits, mais complémentaires. Alors, je vous en propose deux et on discutera juste après. Le premier outil que je propose de régulation, je ne suis pas le seul, hein, il est issu de l'Argel. En 2010, le marché des jeux de hasard et d'argent, produit addictif comme un autre, hein, a été libéralisé. La France conservait un monopole d'exploitation sur ces jeux d'argent en ligne. Pour le dire autrement, la Commission européenne nous a tapé sur les doigts. Les opérateurs étrangers, les dealers étrangers, pour caricaturer, nous ont tapé sur les doigts. Alors, en 2010, la France eh bien, a créé une loi qui fixe un cadre de libéralisation en y incluant des objectifs de prévention et de réduction des risques du jeu excessif, en imposant des obligations aux opérateurs du secteur, donc aux vendeurs, et en créant une autorité administrative indépendante, l'ARGEL, qui est l'autorité de régulation des jeux en ligne, eh bien, qui vise à quoi? À avoir une triple mission. Et vous allez voir, cet exemple, à travers cette triple mission, marche peu ou prou pour toutes les substances. Elle délivre des licences d'exploitation. Elle met en place une politique de prévention et de réduction des risques. Et elle cherche à lutter contre le marché résiduel illégal. Alors, comment fait-elle ça? Eh bien, sa politique de prévention, elle passe par une lutte contre la dépendance aux jeux d'argent en ligne, à travers une politique dite du jeu responsable. Il faut encore savoir ce qu'il y a dedans. Hein. Mais surtout, eh bien, elle prend le contrôle sur le prix du jeu. Et le prix du jeu, c'est le taux de retour. C'est combien vous gagnez. D'accord, hein, avec les jeux d'argent en ligne, plus vous gagnez, plus vous jouez. Et plus vous jouez, plus vous perdez, mais ce taux de retour est important pour le caractère addictif du produit. Pour lutter contre les sites illégaux, elle fait de la veille, elle saisit la justice et elle est en mesure de fermer des sites. Dit autrement, l'ARGEL, l'autorité de régulation des jeux en ligne, a un objectif, légalise le marché avec un souci de santé publique, plus un assèchement du marché criminel. Sauf que, pour l'économiste de santé publique que je suis, tout n'est pas parfait parce que depuis 2010 et la libéralisation des jeux d'argent en ligne, eh bien, on est assailli, mais littéralement assailli hein, à chaque événement sportif. C'est de la publicité, c'est de la publicité, c'est de la publicité, c'est de la publicité. Je pense qu'on a beaucoup trop de publicité autour du jeu d'argent et de hasard en France. Et du coup, eh bien, on a d'autres outils qui viendraient accompagner celui de l'ARGEL. C'est la Convention cadre de lutte anti-tabac, dont la Suisse est signataire évidemment, comme 180 autres pays dans le monde. Cette convention cadre de l'OMS, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'il faut interdire la vente aux mineurs de tabac, hein, mais ça pourrait être de cannabis également, d'interdiction d'usage dans les lieux à usage collectif, d'interdiction de la publicité, d'augmentation des taxes, de campagnes de prévention, de contrôle du commerce illicite, de l'aide au sevrage, etc., etc., etc. Bref, elle liste tous les outils qui permettent eh bien, de reprendre le contrôle tout en l'ayant légalisé sur une substance addictive qui crée des dommages socio-sanitaires. Sachant que cette convention cadre de lutte anti-tabac produit ses effets et montre son efficacité. Alors, eh bien, nous sommes certains à prôner en France auprès du monde politique
la création d'une autorité de régulation du cannabis sur les fondements de l'ARGEL, dotée des pouvoirs et des outils de la CLAT, de la Convention cadre de lutte anti-tabac, dont le président serait nommé par le ministère de la Santé et non pas le ministère de l'Économie et des Finances, si vous voyez ce que je veux dire, pour un contrôle du prix et de la qualité des produits du cannabis, où on pourrait peut-être taxer le cannabis en fonction de la concentration en THC, pour assécher le marché résiduel, contrôler les prévalences et les dommages, et opérer des rentrées fiscales. Opérer des rentrées fiscales, évidemment pour notre système d'assurance maladie, évidemment les politiques de la ville, de l'éducation, prioritairement aux zones urbaines sensibles, qui sont actuellement les territoires urbains et sociaux les plus pénalisés par l'illégalité du cannabis. Cette autorité de régulation du cannabis, elle bénéficierait d'une filière agrocannabique française où on distribuerait les produits, alors soit chez les vendeurs de tabac, mais j'y suis pas trop favorable, en pharmacie non plus, ou en boutique dédiée. Les boutiques dédiées étant agrémentées par l'ARCA. On autoriserait l'autoculture individuelle avec une limitation du nombre de plants pour ne pas favoriser le trafic et limiter les vols et les séquestrations comme ça peut arriver, et on autoriserait les cannabis social clubs. Finalement, en conclusion, il me semble qu'aujourd'hui en France, le statu quo est intenable. L'opinion publique évolue, les relations police-population, honnêtement, vous n'êtes pas français, mais elles se crispent beaucoup, et vous êtes bien évidemment au fait que les lobbies canadiens, ou tout du moins nord-américains, pharmaceutiques et cannabiques, font pression sur la Commission européenne et sur la France pour ouvrir les marchés. Je crois que cette création d'un marché légal et fortement réglementé de cannabis en France est aujourd'hui possible, serait bénéfique et est urgente. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Je crois qu'il y a une personne qui veut poser une question. Bonjour. Bonjour, M. Bonjour. Ben-Nagdar. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai simplement une question qui m'est venue à l'esprit. Pour citer Zola, le rappeur, pas le philosophe, il dit je suis impétable, s'il légalise mes prix, je les casse. Donc, ce qui me vient à l'idée, c'est comment est-ce qu'on pourrait réimaginer la répression des marchés illégaux à partir du moment où la légalisation a été entreprise, donc dans le cas français, et puis comment on évite les biais déjà existants, donc l'effet disproportionné sur les populations noires, maghrébines, jeunes, urbaines et pauvres. Ouais. Voilà, c'est ça ma question. Ouais, c'est une vraie question, hein, vous avez raison. Hein. J'ai déjà débattu avec des anciens dealers qui avaient la même réaction, effectivement. Hein. Alors, théoriquement, on discute théoriquement, je suis prof d'économie, hein, je ne sais pas si vous avez fait de la micro. On met un prix nul. Si on met un prix nul, ou en tout cas un prix en deçà du prix de revient ou du marché noir, d'accord, ils vont jouer sur le prix, mais ils peuvent que se casser les dents. Ils peuvent que se casser les dents. Je pense qu'il y a une grosse partie de la population de consommateurs qui irait vers du cannabis légal, même s'il est au même prix, si les concentrations sont indiquées, si on est sur une filière bio, circuit court, un truc sympa, je crois que les gens arrêteraient d'aller au coin de la rue acheter quelque chose dont ils ne savent pas trop la provenance, ils ne savent pas trop la qualité, etc. Alors, c'est un vrai problème, hein. C'est un vrai problème parce qu'une fois que j'ai dit ça, il ne faut pas laisser les gens en plan et faire de la cocaïne à tout va, faire d'autres trafics d'armes, etc. non plus, quoi. C'est pour ça que je pense que les recettes fiscales qu'on retirerait sur le modèle californien, il y a quelques programmes de soutien aux minorités, de soutien aux gens qui étaient autrefois investis dans le marché illégal de cannabis. Il faut faire quelque chose.
En définitive, je vous la joue santé publique et côté sanitaire, la situation française, elle est sur le versant social, en fait, quoi. Il faut pouvoir… je rencontre aujourd'hui plein de jeunes, plein de familles qui acceptent l'entrée dans le marché illégal du cannabis. Parce qu'il n'y a pas d'horizon. Parce que le système éducatif a perdu son éclat. Parce que ces jeunes ne voient pas plus loin que le bout de leur rue. Parce que l'endettement, certaines récompenses symboliques, certaines appartenances font que bon, ben, on va faire du trafic de cannabis, point à la ligne. Il faut sortir de ce cycle-là. Voilà. Alors, je vous dis, il faut baisser le prix pour casser le marché criminel, mais il faut baisser le prix et accompagner le mouvement. Voilà, c'est surtout ça. Il me semble qu'il faut accompagner le mouvement et pas laisser les gens en plan sans rien. Après, une fois que j'ai dit ça, comment on fait? Honnêtement, il y a un vrai travail social à effectuer, hein. Voilà. Je ne peux pas répondre, mais il faudrait vraiment travailler sur ces programmes d'accompagnement. Merci beaucoup. Il y a une question dans le chat qui rejoint un peu… Oui, d'Elena, c'est à peu près la même question. Disons que on a une très mauvaise connaissance des coûts de production de cannabis, d'herbes de cannabis, on a une idée, mais comment dire, du taux de marge qu'il faut appliquer pour retirer un peu de profit, ça, on ne sait pas. Dit autrement, quand je vous montre les prix du cannabis, honnêtement, ça ne vaut pas grand-chose. On est sur des systèmes d'organisation très pyramidales. Ceux qui sont tout en bas de la pyramide pensent bien gagner leur vie, mais quand on fait le bilan avec eux du nombre d'heures travaillées, de la non-couverture maladie, de la non-cotisation retraite, des risques très importants qu'ils prennent en termes d'interpellation, d'incarcération, mais aussi de blessures, parce que les réseaux, les règlements des différends ne se font pas dans les tribunaux prud'homaux. Il n'y a pas de code du travail là-dedans. Là-dedans, c'est à la violence. Et du coup, aujourd'hui, cette violence, vu la concurrence qui s'installe, à l'intérieur même des organisations, elle a augmenté. En caricaturant vraiment, hein, pour ne pas vous donner une trop mauvaise image, mais alors qu'autrefois, un guetteur ou un vendeur qui faisait une maladresse prenait un coup de poing, aujourd'hui, c'est une balle dans le genou. Donc, vous voyez bien que les risques à rentrer dans ces organisations-là, ils sont sans commune mesure avec les gains que les jeunes et que les familles en retirent. Donc, si on accompagne, je pense qu'on peut casser cette dynamique d'illégalité. Illégalité qui est confrontée, encore une fois, à un nombre de consommateurs incroyable, alors même que la loi est bafouée dans toute sa splendeur. Donc, tout est décrédibilisé, nos institutions, nos policiers, nos politiques de la ville, enfin absolument tout, quoi. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, absolument, oui. Alors, j'aurais aussi une petite question pour vous. Déjà, merci beaucoup pour votre présentation. J'ai appris plein de choses, c'était super intéressant. Et ma question, c'est concernant l'interdiction des statistiques ethniques, si on les appelle comme ça, et Oui. du coup, les discriminations raciales concernant les arrestations, les contrôles de police. Et du coup, en fait, est-ce que vous pensez qu'on pourrait adresser ce problème tant qu'il y a cette interdiction? Est-ce qu'on pourrait, enfin, quel est votre avis dessus, en fait? Et aussi, pourquoi cette interdiction? Ça m'intrigue. Ouais, alors ça, c'est le sujet français en plus du moment. Alors, pourquoi? Parce que, philosophiquement, nous sommes tous citoyens. Égaux devant la loi, égaux devant la police, voilà. Ça, c'est la République française, dans toute sa splendeur. Bon, maintenant, je suis mal à l'aise, hein, je suis mal à l'aise. Voilà, aux États-Unis, il n'y a pas de problème pour faire des études avec les Noirs, les Chinois, les Hispanos. Enfin, en France, ça, c'est pas possible. Alors, on utilise le gradient social, le gradient économico-social, en disant, ben, les plus pauvres, c'est les Noirs et les Maghrébins.
Bon, bah, une fois qu'on a dit ça, on a tout et rien dit, finalement, parce qu'il y a aussi des blancs pauvres, il y a aussi des maghrébins et des noirs aisés. Donc, on occulte, voilà. Bon, mais en Suisse, on a le droit d'ailleurs. Je ne sais pas, parce que vous me posez cette question, mais je ne sais pas si en Suisse, vous avez des statistiques dites ethniques. Parce que franchement, je suis très embarrassé parce qu'aujourd'hui, on a une extrême droite française raciste qui est aux aguets, qui politiquement s'est fait une place très importante et qui se ferait certainement un plaisir de potentiel. Comment vous le dire? L'extrême droite française, si on avait des statistiques raciales en termes d'interpellation, elle dirait, vous voyez, ce sont les Noirs et les Maghrébins qui font du trafic de drogue en France. Sauf que c'est le travail policier qui est la cause de cette surreprésentation des Noirs et des Maghrébins dans les statistiques policières. Certainement, vu que je ne les ai pas. Mais du coup, vous voyez bien qu'il y a danger, quoi. Il y a danger. Donc, je suis très embêté, je ne vais pas vous répondre parce que ma réflexion n'est pas encore aboutie. Pour vous dire, j'aimerais bien qu'il y en ait, mais je sais l'utilisation qui peut en être faite. Ah, les statistiques ethniques ne sont pas autorisées en Suisse. Alors même que un sociologue, il y a 2 ou 3 ans, qui était en Master 2 de sociologie, avait fait un travail très intéressant sur les dealers d'origine subsaharienne à Genève. Oui. Moi, j'aurais une question d'ordre un peu moins technique, un peu plus, disons, sociétal. Est-ce que vous pensez juste que la société française, elle est prête à faire le pas de légaliser le cannabis? Parce que d'un point de vue externe, il y a l'impression que c'est une part un peu vraiment de la politique qui est importante, cette criminalisation et cette chasse à la drogue qui ne fonctionne pas. Est-ce que vous pensez que la société française, elle est prête à sauter le pas? La société française, on est enfin, alors chez vous ça existe depuis longtemps, mais en France, là, on est sur la fin de la période d'expérimentation des salles de consommation à moindre risque. D'accord, chez vous ça existe depuis longtemps, chez nous ça fait 5 ans que c'est mis en place et on arrive au terme de l'expérimentation avec l'évaluation qui va aboutir. Les Français ont été interrogés par des enquêtes d'opinion à leur propos et à 80%, ils se déclarent favorables. Ils se déclarent favorables à l'instauration de salles de consommation à moindre risque qui concernent l'injection et le crack. Par contre, paradoxalement, sur le cannabis, on n'est pas du tout comme ça. Donc, on est prêt à mettre en place des outils de réduction des risques qui vont à l'encontre de la loi de 70, parce que la détention et la consommation est autorisée dans certaines zones géographiques, mais pas ailleurs, certes. Par contre, sur le cannabis, eh bien, les derniers sondages d'opinion nous disent que les Français sont à 50-50, favorables et défavorables en matière d'une évolution de cette loi de 70 sur le cannabis. Pourquoi, honnêtement, pourquoi? J'ai l'impression qu'il y a un petit côté, si on légalise le cannabis, eh bien, on va perdre un peu de notre culture vin rouge et cidre. Et, non, mais oui, vous rigolez, mais je ne sais pas. Vous voyez bien, alors évidemment, dans les enquêtes, tout dépend de la façon dont est posée la question. Par exemple, on a eu une fois une question qui était posée, est-ce que vous seriez favorable à une légalisation du cannabis comme pour l'alcool et le tabac? Bon, ça fait 20 ans qu'on dit aux Français, le tabac, c'est pas bon et l'alcool va peut-être falloir arrêter un jour ou l'autre. Donc les gens répondent, ah ben non, évidemment, bien non. L'objectif, c'est pas que tout le monde fume du cannabis comme tout le monde fume en France et tout le monde boit en... Voilà. Du coup, vous voyez bien, mais on est sur un truc... je sais pas, ça crispe le cannabis, mais chez vous aussi, hein, en Suisse, là,
depuis tout ce temps, vous avez eu des votations en veux-tu, en voilà. Vous êtes sur le CBD aujourd'hui, vous avez été un des précurseurs. Et vous voyez bien que les choses ne sont pas encore faites. Alors, par contre, quand j'entends le Luxembourg, le Premier ministre luxembourgeois nous dire « le Luxembourg va légaliser le cannabis », bon, j'imagine bien le modèle commercial qui va être mis en place. Bon, le Luxembourg, c'est déjà le grenier à tabac de l'Europe. Les prix du tabac sont extrêmement faibles au Luxembourg. Bon, voilà, tout ce que je veux pas, ça va se passer, c'est évident. Alors, dans le fil de discussion, comment sait-on qu'avec la disparition de l'effet dissuasif, il n'y aurait pas une banalisation? La France est championne d'Europe en termes de prévalence cannabique chez les 15-35 ans. C'est l'un des pays les plus répressifs d'Europe. Et c'est nous qui avons les niveaux de consommation les plus élevés. Les coffee shops aux Pays-Bas autorisent la consommation, ils ont des prévalences nettement moindres qu'en France. Alors, je mens un peu en vous disant ça. Ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a aucune corrélation en Europe entre la dureté de la répression et les niveaux de consommation. Mais en tout cas, voilà. En France, on punit beaucoup, on consomme beaucoup. Donc, on ne sait pas. On sait pas. Et si on légalise, l'explosion ou non de la consommation dépendra de la forme de la légalisation. Aujourd'hui, on en est là. Hein. On en est à se demander quel modèle faut-il. Voilà, on a dépassé la question de faut-il légaliser. Je crois que nos parlementaires, nos députés réfléchissent à comment on légalise aujourd'hui. Encore faut-il que ça passe. Quoi. Donc, vous êtes plutôt favorable à l'avancée de la légalisation en France? Enfin, positif, pardon. Oui, tant que cette légalisation est dictée, je le dis comme ça, même si c'est mal dit, hein. Oui, tant que cette légalisation est dictée par des intérêts de santé publique et des considérations sociales. Si elle est dictée par un modèle commercial et financier, ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas parce que la santé publique va être mise de côté, parce que l'accompagnement dont on parlait tout à l'heure va être piétiné allègrement. Donc, c'est bien le comment qui importe aujourd'hui plutôt que si oui ou non, en fait. Il y a un ouvrage assez récent d'une politologue canadienne qui s'appelle Lynn Beauchesne, qui montre que la légalisation du cannabis au Canada, eh bien, le modèle imposé, même si tous les États ont eu des marges de manœuvre, bon, ça s'est fait en faveur de l'industrie pharmaceutique. Donc, les lobbies pharmaceutiques ont gagné la légalisation du cannabis au Canada. Voilà, c'est un modèle. Est-ce que c'est celui-là qu'il faut mettre en place en France? Je ne suis pas sûr. Mais ça, c'est pour ça que je finis ma présentation sur urgence. Parce que plus on tarde, plus on se fera, en tout cas pour le cas français, imposer un modèle de régulation à l'instar du Luxembourg ou d'autres pays un peu plus libéraux. Voilà. Mais j'insiste pas plus parce qu'on est sur un versant politique et c'est à chacun de décider. Parce que le modèle libéral commercial, évidemment, il peut avoir ses atouts hein, en termes de profit, en termes de création d'emplois, en termes de rentrée fiscale, etc. etc. Mais ça, c'est plutôt la sensibilité politique de chacun, si j'ose dire. Merci. On va peut-être prendre une dernière question, s'il y en a une. Et s'il n'y en a pas, oui, ah voilà. Oui, genre le monde fonctionne comme ça. Oui, moi, oui. Alors moi j'ai proposé, parce qu'il y a une commission parlementaire en ce moment qui travaille beaucoup là-dessus, j'ai proposé d'être darwinien.
Autrement dit, mettons en place, autorisons l'autoculture, autorisons les cannabis social clubs, mettons en place une filière agro-cannabique française, circuit court, bio, proche de ses clients, locale, etc. Et autorisons l'industrie pharmaceutique. Mais interdisons la publicité, taxons les produits, contrôlons la qualité, etc. Je pense que sous ce cadre, l'industrie, enfin les gros industriels, la Big Pharma, la Big Cana, la Big Tobacco, va pas investir des masses. Dit autrement, il me semble que le point crucial pour eux, c'est le marketing et c'est la communication, c'est la publicité. Si on interdit la publicité, ça va pas trop les attirer. Mais ça, c'est mon expérience plutôt santé publique tabac qui parle là. Oui. Oui, oui. Oui, mais alors, c'est un vrai clivage. Hein, c'est un vrai clivage. Cette commission parlementaire, elle est composée effectivement de députés de droite, de La République En Marche, qui est plutôt centriste, et plutôt d'extrême gauche. Et là, les modèles s'affrontent. Sauf que vous avez raison, la majorité, elle est centre-droit. Elle est centre-droit. Est-ce qu'elle sera pro-business? C'est pas sûr. Si on lui dit attention, vous allez faire exploser les niveaux de consommation chez les jeunes. Voilà. Si vous lui faites un peu peur là-dessus, elle pourra être d'accord avec notre fameuse loi E20 d'interdiction de la publicité alcool-tabac, d'interdire la publicité pour les produits du cannabis. Et encore une fois, si on interdit toute communication agressive, tout marketing et les innovations produits, hein, je ne sais pas si vous connaissez la wax, il y a des cires de cannabis extrêmement dosées en THC à plus de 90%. Bon, voilà, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, enfin, évidemment, quoi. Donc, si on interdit ces innovations produits, cette communication, qui est très développée en Amérique du Nord, hein, je pense qu'on peut avoir un modèle apaisé de libéralisation d'une substance qui n'est pas anodine, qui n'est pas très grave, hein, mais qui n'est pas anodine, et que les choses, comme Barbara le disait tout à l'heure dans le fil de discussion, avec de l'éducation, avec de la régulation, on peut, à mon avis, légaliser les substances psychoactives parce qu'on en consomme de toute façon et on peut faire des modèles apaisés et qu'on peut tous vivre ensemble, même avec ces produits, quoi. Mais vous voyez, ça fait plus plaidoyer politique, ce que je suis en train de vous raconter, que discours scientifique. Donc, on a décalé et j'aurais pas dû. Mais c'est nous qui vous poussons sur cette pente, désolé. Non, mais j'y vais avec plaisir parce que effectivement aujourd'hui, il me semble qu'il y a des choix sociétaux à faire. Hein. Je pense que on discute drogue aujourd'hui, l'environnement, le climat, bon et voilà. Et du coup, si on rejoint s'il y a convergence des luttes, si j'ose dire, vous voyez bien qu'il ne faut pas s'amuser à faire de l'exportation du commerce international de cannabis et que de la culture locale pour des produits locaux à faible empreinte carbone, ça me semble être aussi un modèle intéressant, quoi. Encore des réactions? C'est très gentil, merci. Je pense qu'on va terminer alors. Ben, merci beaucoup à vous et à M. Carlart. Je ne sais pas s'il est encore là. Oui. Thank you very much. C'était hyper instructif. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir et appris des choses. Et merci pour votre participation. Oui, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie en tout cas. Bravo pour Merci cette thématique et ce mois très très bien. Et encore plein de contenus à venir. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page Instagram, groupeact.aesprit. Je vois juste que Alix de Planck a mis une question sur le chat. Ah, pardon. Je ne sais pas si vous la voyez. Oui, j'ai répondu rapidement. Ah, ok, ouais, super. Ouais. Non, parce que les industries pharmaceutiques, c'est des drogues, hein, et donc ils savent faire. Hein, et ce que c'est très bien faire l'industrie pharmaceutique, c'est bloquer les concurrents et mettre en place ses propres modèles de régulation. Donc, bon. Ok, super, merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Au plaisir.
Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.